Chapitre 2. De la variation à l'état naturel. Variabilité. Avant d'appliquer aux êtres organisés vivant à l'état naturel les principes que nous avons posés dans le chapitre précédent, il importe d'examiner brièvement si ces derniers sont sujets à des variations. Pour traiter ce sujet avec l'attention qu'il mérite, il faudrait dresser un long et aride catalogue de faits. Je réserve ces faits pour un prochain ouvrage. Je ne discuterai pas non plus ici les différentes définitions que l'on a données du terme espèce. Aucune de ces définitions n'a complètement satisfait tous les naturalistes. Et cependant, chacun d'eux sait vaguement ce qu'il veut dire quand il parle d'une espèce. Ordinairement, le terme espèce implique l'élément inconnu d'un acte créateur distinct. Il est presque aussi difficile de définir le terme variété. Toutefois, ce terme implique presque toujours une communauté de descendance, bien qu'on puisse rarement en fournir les preuves. Nous avons aussi ce que l'on désigne sous le nom de monstruosité, mais elles se confondent avec les variétés. En se servant du terme monstruosité, on veut dire, je pense, une déviation considérable de conformation, ordinairement nuisible ou tout au moins peu utile à l'espèce. Quelques auteurs emploient le terme variation dans le sens technique, c'est-à-dire comme impliquant une modification qui découle directement des conditions physiques de la vie. Or, dans ce sens, les variations ne sont pas susceptibles d'être transmises par hérédité. Qui pourrait soutenir cependant que la diminution de taille des coquillages dans les eaux saumâtres de la Baltique, ou celle des plantes sur le sommet des Alpes, ou que l'épaississement de la fourrure d'un animal arctique ne sont pas héréditaires pendant quelques générations tout au moins. Dans ce cas, je le suppose, on appellerait ces formes des variétés. On peut douter que des déviations de structure aussi soudaines et aussi considérables que celles que nous observons quelquefois chez nos productions domestiques, principalement chez les plantes, se propagent de façon permanente à l'état naturel. Presque toutes les parties de chaque être organisé sont si admirablement disposées relativement aux conditions complexes de l'existence de cet être, qu'il semble aussi improbable qu'aucune de ces parties ait atteint du premier coup la perfection. Qu'il semblerait improbable qu'une machine fort compliquée ait été inventée d'emblée à l'état parfait par l'homme. Chez les animaux réduits en domesticité, il se produit quelquefois des monstruosités qui ressemblent à des conformations normales chez des animaux tout différents. Ainsi, les porcs naissent quelquefois avec une sorte de trompe. Or, si une espèce sauvage du même genre possédait naturellement une trompe, on pourrait soutenir que cet appendice a paru sous forme de monstruosité. Mais jusqu'à présent, malgré les recherches les plus scrupuleuses, je n'ai pu trouver aucun cas de monstruosité ressemblant à des structures normales chez des formes presque voisines. Et ce sont celles-là seulement qui auraient de l'importance dans le cas qui nous occupe. En admettant que des monstruosités semblables apparaissent parfois chez l'animal à l'état naturel, et qu'elles soient susceptibles de transmission par hérédité, ce qui n'est pas toujours le cas. Leur conservation dépendrait de circonstances extraordinairement favorables, car elles se produisent rarement et isolément. En outre, pendant la première génération et les générations suivantes, les individus affectés de ces monstruosités devraient se croiser avec les individus ordinaires, et en conséquence, leur caractère anormal disparaîtrait presque inévitablement. Mais j'aurai à revenir dans un prochain chapitre sur la conservation et sur la perpétuation des variations isolées ou accidentelles. Différences individuelles. On peut donner le nom de différences individuelles aux différences nombreuses et légères qui se présentent chez les descendants des mêmes parents, ou auxquelles on peut assigner cette cause parce qu'on les observe chez les individus de la même espèce, habitant une même localité restreinte. Nul ne peut supposer que tous les individus de la même espèce soient coulés dans un même moule. Ces différences individuelles ont pour nous la plus haute importance, car comme chacun a pu le remarquer, elles se transmettent souvent par hérédité. En outre, elles fournissent aussi des matériaux sur lesquels peut agir la sélection naturelle,
et qu'elle peut accumuler de la même façon que l'homme accumule, dans une direction donnée, les différences individuelles de ses produits domestiques. Ces différences individuelles affectent ordinairement des parties que les naturalistes considèrent comme peu importantes. Je pourrais toutefois prouver par de nombreux exemples que des parties très importantes, soit au point de vue physiologique, soit au point de vue de la classification, varient quelquefois chez des individus appartenant à une même espèce. Je suis convaincu que le naturaliste le plus expérimenté serait surpris du nombre des cas de variabilité qui portent sur des organes importants. On peut facilement se rendre compte de ce fait en recueillant, comme je l'ai fait pendant de nombreuses années, tous les cas constatés par des autorités compétentes. Il est bon de se rappeler que les systématiciens répugnent à admettre que les caractères importants puissent varier. Il y a d'ailleurs peu de naturalistes qui veuillent se donner la peine d'examiner attentivement les organes internes importants pour les comparer avec de nombreux spécimens appartenant à la même espèce. Personne n'aurait pu supposer que le branchement des principaux nerfs auprès du grand ganglion central d'un insecte soit variable chez une même espèce. On aurait tout au plus pu penser que des changements de cette nature ne peuvent s'effectuer que très lentement. Cependant, Sir John Lubbock a démontré que dans les nerfs du coccus, il existe un degré de variabilité qui peut presque se comparer au branchement irrégulier d'un tronc d'arbre. Je puis ajouter que ce même naturaliste a démontré que les muscles des larves de certains insectes sont loin d'être uniformes. Les auteurs tournent souvent dans un cercle vicieux quand ils soutiennent que les organes importants ne varient jamais. Ces mêmes auteurs, en effet, et il faut dire que quelques-uns l'ont franchement avoué, ne considèrent comme importants que les organes qui ne varient pas. Il va sans dire que, si l'on raisonne ainsi, on ne pourra jamais citer d'exemple de la variation d'un organe important. Mais si l'on se place à tout autre point de vue, on pourra certainement citer de nombreux exemples de ces variations. Il est un point extrêmement embarrassant relativement aux différences individuelles. Je fais allusion aux genres que l'on a appelés protéins ou polymorphes, genres chez lesquels les espèces varient de façon déréglée. À peine y a-t-il deux naturalistes qui soient d'accord pour classer ces formes comme espèces ou comme variétés. On peut citer comme exemple les genres Rubus, Rosa et Hieracium chez les plantes, plusieurs genres d'insectes et de coquillages brachiopodes. Dans la plupart des genres polymorphes, quelques espèces ont des caractères fixes et définis. Les genres polymorphes, dans un pays, semblent à peu d'exceptions près l'être aussi dans un autre. Et s'il faut en juger par les brachiopodes, ils l'ont été à d'autres époques. Ces faits sont très embarrassants, car ils semblent prouver que cette espèce de variabilité est indépendante des conditions d'existence. Je suis disposé à croire que chez quelques-uns de ces genres polymorphes, tout au moins, ce sont là des variations qui ne sont ni utiles ni nuisibles à l'espèce, et qu'en conséquence, la sélection naturelle ne s'en est pas emparée pour les rendre définitives, comme nous l'expliquerons plus tard. On sait que, indépendamment des variations, certains individus appartenant à une même espèce présentent souvent de grandes différences de conformation. Ainsi, par exemple, les deux sexes de différents animaux, les 2 ou 3 castes de femelles stériles et de travailleurs chez les insectes, beaucoup d'animaux inférieurs à l'état de larve ou non encore parvenus à l'âge adulte. On a aussi constaté des cas de dimorphisme et de trimorphisme chez les animaux et chez les plantes. Ainsi, M. Wallace, qui dernièrement a appelé l'attention sur ce sujet, a démontré que dans l'archipel malais, les femelles de certaines espèces de papillons revêtent régulièrement 2 ou même 3 formes absolument distinctes, qui ne sont reliées les unes aux autres par aucune variété intermédiaire. Fritz Müller a décrit des cas analogues, mais plus extraordinaires encore chez les mâles de certains crustacés du Brésil. Ainsi, un Tanais mâle se trouve régulièrement sous 2 formes distinctes. L'une de ces formes possède des pinces fortes et ayant un aspect différent, l'autre a des antennes plus abondamment garnies de cils odorants. Bien que dans la plupart de ces cas, les 2 ou 3 formes observées chez les animaux et chez les plantes ne soient pas reliées actuellement par des chaînons intermédiaires, il est probable qu'à une certaine époque,
ces intermédiaires ont existé. M. Wallace, par exemple, a décrit un certain papillon qui présente dans une même île un grand nombre de variétés reliées par des chaînons intermédiaires, et dont les formes extrêmes ressemblent étroitement aux deux formes d'une espèce dimorphe voisine, habitant une autre partie de l'archipel malais. Il en est de même chez les fourmis. Les différentes castes de travailleurs sont ordinairement tout à fait distinctes. Mais dans quelques cas, comme nous le verrons plus tard, ces castes sont reliées les unes aux autres par des variétés imperceptiblement graduées. J'ai observé les mêmes phénomènes chez certaines plantes dimorphes. Sans doute, il paraît tout d'abord extrêmement remarquable qu'un même papillon femelle puisse produire en même temps 3 formes femelles distinctes et une seule forme mâle, ou bien qu'une plante hermaphrodite puisse produire dans une même capsule 3 formes hermaphrodites distinctes, portant 3 sortes différentes de femelles et 3 ou même 6 sortes différentes de mâles. Toutefois, ces cas ne sont que des exagérations du fait ordinaire, à savoir que la femelle produit des descendants des deux sexes qui parfois diffèrent les uns des autres d'une façon extraordinaire. Espèces douteuses. Les formes les plus importantes pour nous, sous bien des rapports, sont celles qui, tout en présentant à un degré très prononcé le caractère d'espèce, sont assez semblables à d'autres formes, ou sont assez parfaitement reliées avec elles par des intermédiaires, pour que les naturalistes répugnent à les considérer comme des espèces distinctes. Nous avons toute raison de croire qu'un grand nombre de ces formes voisines et douteuses ont conservé leur caractère de façon permanente pendant longtemps, pendant aussi longtemps même, autant que nous pouvons en juger, que les bonnes et les vraies espèces. Dans la pratique, quand un naturaliste peut rattacher 2 formes l'une à l'autre par des intermédiaires, il considère l'une comme une variété de l'autre. Il désigne la plus commune, mais parfois aussi la première décrite comme l'espèce, et la seconde comme la variété. Il se présente quelquefois cependant des cas très difficiles que je n'énumérerai pas ici, où il s'agit de décider si une forme doit être classée comme une variété d'une autre forme, même quand elles sont intimement reliées par des formes intermédiaires. Bien qu'on suppose d'ordinaire que ces formes intermédiaires ont une nature hybride, cela ne suffit pas toujours pour trancher la difficulté. Dans bien des cas, on regarde une forme comme une variété d'une autre forme, non pas parce qu'on a retrouvé les formes intermédiaires, mais parce que l'analogie qui existe entre elles fait supposer à l'observateur que ces intermédiaires existent aujourd'hui ou qu'ils ont anciennement existé. Or, en agissant ainsi, c'est ouvrir la porte aux doutes et aux conjectures. Pour déterminer par conséquent si l'on doit classer une forme comme une espèce ou comme une variété, il semble que le seul guide à suivre soit l'opinion des naturalistes ayant un excellent jugement et une grande expérience. Mais souvent, il devient nécessaire de décider à la majorité des voix, car il n'est guère de variétés bien connues et bien tranchées que des juges très compétents n'aient considérées comme telles, alors que d'autres juges tout aussi compétents les considèrent comme des espèces. Il est certain tout au moins que les variétés ayant cette nature douteuse sont très communes. Si l'on compare la flore de la Grande-Bretagne à celle de la France ou à celle des États-Unis, flore décrite par différents botanistes, on voit quel nombre surprenant de formes ont été classées par un botaniste comme espèces et par un autre comme variété. M. Watson, auquel je suis très reconnaissant du concours qu'il m'a prêté, m'a signalé 182 plantes anglaises que l'on considère ordinairement comme des variétés, mais que certains botanistes ont toutes mises au rang des espèces. En faisant cette liste, il a omis plusieurs variétés insignifiantes, lesquelles néanmoins ont été rangées comme espèces par certains botanistes, et il a entièrement omis plusieurs genres polymorphes. M. Babington compte dans les genres qui comprennent le plus de formes polymorphes 251 espèces, alors que M. Bentham n'en compte que 112, ce qui fait une différence de 139 formes douteuses. Chez les animaux qui s'accouplent pour chaque portée et qui jouissent à un haut degré de la faculté de la locomotion, on trouve rarement dans un même pays
des formes douteuses, mises au rang d'espèces par un zoologiste, et de variétés par un autre. Mais ces formes sont communes dans les régions séparées. Combien n'y a-t-il pas d'oiseaux et d'insectes de l'Amérique septentrionale et de l'Europe, ne différant que très peu les uns des autres, qui ont été comptés, par un éminent naturaliste, comme des espèces incontestables, et par un autre comme des variétés, ou bien, comme on les appelle souvent, comme des races géographiques. M. Wallace démontre dans plusieurs mémoires remarquables qu'on peut diviser en 4 groupes les différents animaux, principalement les lépidoptères habitant les îles du grand archipel malais, les formes variables, les formes locales, les races géographiques ou sous-espèces, et les vraies espèces représentatives. Les premières, ou formes variables, varient beaucoup dans les limites d'une même île. Les formes locales sont assez constantes et sont distinctes dans chaque île séparée. Mais si l'on compare les unes aux autres les formes locales des différentes îles, on voit que les différences qui les séparent sont si légères et offrent tant de gradations qu'il est impossible de les définir et de les décrire, bien qu'en même temps les formes extrêmes soient suffisamment distinctes. Les races géographiques ou sous-espèces constituent des formes locales complètement fixes et isolées. Mais comme elles ne diffèrent pas les unes des autres par des caractères importants et fortement accusés, il faut s'en rapporter uniquement à l'opinion individuelle pour déterminer lesquelles il convient de considérer comme espèces et lesquelles comme variétés. Enfin, les espèces représentatives occupent dans l'économie naturelle de chaque île la même place que les formes locales et les sous-espèces. Mais elles se distinguent les unes des autres par une somme de différences plus grande que celle qui existe entre les formes locales et les sous-espèces. Les naturalistes les regardent presque toutes comme de vraies espèces. Toutefois, il n'est pas possible d'indiquer un critère certain qui permette de reconnaître les formes variables, les formes locales, les sous-espèces et les espèces représentatives. Il y a bien des années, alors que je comparais et que je voyais d'autres naturalistes comparer les uns avec les autres et avec ceux du continent américain, les oiseaux provenant des îles si voisines de l'archipel des Galapagos, j'ai été profondément frappé de la distinction vague et arbitraire qui existe entre les espèces et les variétés. M. Wollaston, dans son admirable ouvrage, considère comme des variétés beaucoup d'insectes habitant les îlots du petit groupe de Madère. Or, beaucoup d'entomologistes classeraient la plupart d'entre eux comme des espèces distinctes. Il y a même en Irlande quelques animaux que l'on regarde ordinairement aujourd'hui comme des variétés, mais que certains zoologistes ont mis au rang des espèces. Plusieurs ornithologues savants estiment que notre coq de bruyère rouge n'est qu'une variété très prononcée d'une espèce norvégienne. Mais la plupart le considèrent comme une espèce incontestablement particulière à la Grande-Bretagne. Un éloignement considérable entre les habitats de 2 formes douteuses conduit beaucoup de naturalistes à classer ces dernières comme des espèces distinctes. Mais n'y a-t-il pas lieu de se demander quelle est, dans ce cas, la distance suffisante ? Si la distance entre l'Amérique et l'Europe est assez considérable, suffit-il d'autre part de la distance entre l'Europe et les Açores, Madère et les Canaries ou de celle qui existe entre les différents îlots de ces petits archipels ? M. Walsh, entomologiste distingué des États-Unis, a décrit ce qu'il appelle les variétés et les espèces phytophages. La plupart des insectes qui se nourrissent de végétaux vivent exclusivement sur une espèce ou sur un groupe de plantes. Quelques-uns se nourrissent indistinctement de plusieurs sortes de plantes, mais ce n'est pas pour eux une cause de variation. Dans plusieurs cas, cependant, M. Walsh a observé que les insectes vivant sur différentes plantes présentent, soit à l'état de larve, soit à l'état parfait, soit dans les 2 cas, des différences légères, bien que constantes, au point de vue de la couleur, de la taille ou de la nature des sécrétions. Quelquefois les mâles seuls, d'autres fois les mâles et les femelles présentent ces différences à un faible degré. Quand les différences sont un peu plus accusées et que les 2 sexes sont affectés à tous les âges, tous les entomologistes considèrent ces formes comme des espèces vraies. Mais aucun observateur ne peut décider pour un autre,
en admettant même qu'il puisse le faire pour lui-même, auquel de ces formes phytophages il convient de donner le nom d'espèce ou de variété. M. Walsh met au nombre des variétés les formes qui s'entrecroisent facilement. Il appelle espèces celles qui paraissent avoir perdu cette faculté d'entrecroisement. Comme les différences proviennent de ce que les insectes se sont nourris pendant longtemps de plantes distinctes, on ne peut s'attendre à trouver actuellement les intermédiaires reliant les différentes formes. Le naturaliste perd ainsi son meilleur guide lorsqu'il s'agit de déterminer s'il doit mettre les formes douteuses au rang des variétés ou des espèces. Il en est nécessairement de même pour les organismes voisins qui habitent des îles ou des continents séparés. Quand au contraire, un animal ou une plante s'étend sur un même continent ou habite plusieurs îles d'un même archipel, en présentant diverses formes dans les différents points qu'il occupe, on peut toujours espérer trouver les formes intermédiaires qui, reliant entre elles les formes extrêmes, font descendre celles-ci au rang de simples variétés. Quelques naturalistes soutiennent que les animaux ne présentent jamais de variété. Aussi attribuent-ils une valeur spécifique à la plus petite différence, et quand ils rencontrent une même forme identique dans deux pays éloignés ou de formations géologiques, ils affirment que deux espèces distinctes sont cachées sous une même enveloppe. Le terme espèce devient dans ce cas une simple abstraction inutile, impliquant et affirmant un acte séparé du pouvoir créateur. Il est certain que beaucoup de formes, considérées comme des variétés par des juges très compétents, ont des caractères qui les font si bien ressembler à des espèces que d'autres juges, non moins compétents, les ont considérées comme telles. Mais discuter s'il faut les appeler espèces ou variétés avant d'avoir trouvé une définition de ces termes, et que cette définition soit généralement acceptée, c'est s'agiter dans le vide. Beaucoup de variétés bien accusées, ou d'espèces douteuses, mériteraient d'appeler notre attention. On a tiré en effet de nombreux et puissants arguments de la distribution géographique, des variations analogues, de l'hybridité, etc., pour essayer de déterminer le rang qu'il convient de leur assigner. Mais je ne peux, faute d'espace, discuter ici ces arguments. Les recherches attentives permettront sans doute aux naturalistes de s'entendre pour la classification de ces formes douteuses. Il faut ajouter cependant que nous les trouvons en plus grand nombre dans les pays les plus connus. En outre, si un animal ou une plante à l'état sauvage est très utile à l'homme, ou que pour quelque cause que ce soit, elle attire vivement son attention, on constate immédiatement qu'il en existe plusieurs variétés que beaucoup d'auteurs considèrent comme des espèces. Le chêne commun, par exemple, est un des arbres qui ont été le plus étudiés. Et cependant, un naturaliste allemand érige en espèces plus d'une douzaine de formes que les autres botanistes considèrent presque universellement comme des variétés. En Angleterre, on peut invoquer l'opinion des plus éminents botanistes et des hommes pratiques les plus expérimentés. Les uns affirment que les chênes sessiles et les chênes pédonculés sont des espèces bien distinctes, les autres que ce sont de simples variétés. Puisque j'en suis sur ce sujet, je désire citer un remarquable mémoire publié dernièrement par M. de Candolle sur les chênes du monde entier. Personne n'a eu à sa disposition des matériaux plus complets relatifs aux caractères distincts des espèces. Personne n'aurait pu étudier ces matériaux avec plus de soin et de sagacité. Il commence par indiquer en détail les nombreux points de conformation susceptibles de variation chez les différentes espèces. Et il estime numériquement la fréquence relative de ces variations. Il indique plus d'une douzaine de caractères qui varient, même sur une seule branche, quelquefois en raison de l'âge ou du développement de l'individu, quelquefois sans qu'on puisse assigner aucune cause à ces variations. Bien entendu, de semblables caractères n'ont aucune valeur spécifique, mais comme l'a fait remarquer Asa Gray dans son commentaire sur ce mémoire, ces caractères font généralement partie des définitions spécifiques. De Candolle ajoute qu'il donne le rang d'espèce aux formes possédant des caractères qui ne varient jamais sur un même arbre et qui ne sont jamais reliés par des formes intermédiaires. Après cette discussion, résultat de tant de travaux, il appuie sur cette remarque. Ceux qui prétendent que la plus grande partie de nos espèces sont nettement délimitées
et que les espèces douteuses se trouvent en petite minorité se trompent certainement. Cela semble vrai aussi longtemps qu'un genre est imparfaitement connu et que l'on décrit ces espèces d'après quelques spécimens provisoires, si je peux m'exprimer ainsi. À mesure qu'on connaît mieux un genre, on découvre des formes intermédiaires et les doutes augmentent quant aux limites spécifiques. Il ajoute aussi que ce sont les espèces les mieux connues qui présentent le plus grand nombre de variétés et de sous-variétés spontanées. Ainsi, le Quercus robur a 28 variétés, dont toutes, excepté 6, se groupent autour de 3 sous-espèces. Les formes qui relient ces 3 sous-espèces sont comparativement rares. Or, Asa Gray remarque avec justesse que si ces formes intermédiaires, rares aujourd'hui, venaient à s'éteindre complètement, les 3 sous-espèces se trouveraient entre elles exactement dans le même rapport que le sont les 4 ou 5 espèces provisoirement admises qui se groupent de très près autour du Quercus robur. Enfin, de Candolle admet que sur les 300 espèces qu'il énumère dans son mémoire comme appartenant à la famille des chênes, les 2/3 au moins sont des espèces provisoires, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas strictement conformes à la définition donnée plus haut de ce qui constitue une espèce vraie. Il faut ajouter que de Candolle ne croit plus que les espèces sont des créations immuables. Il en arrive à la conclusion que la théorie de dérivation est la plus naturelle, et celle qui concorde le mieux avec les faits connus en paléontologie, en botanique, en zoologie géographique, en anatomie et en classification. Quand un jeune naturaliste aborde l'étude d'un groupe d'organismes qui lui sont parfaitement inconnus, il est d'abord très embarrassé pour déterminer quelles sont les différences qu'il doit considérer comme impliquant une espèce ou simplement une variété. Il ne sait pas en effet quelles sont la nature et l'étendue des variations dont le groupe dont il s'occupe est susceptible, fait qui prouve au moins combien les variations sont générales. Mais s'il restreint ses études à une seule classe habitant un seul pays, il saura bientôt quel rang il convient d'assigner à la plupart des formes douteuses. Tout d'abord, il est disposé à reconnaître beaucoup d'espèces, car il est frappé, aussi bien que l'éleveur de pigeons et de volailles dont nous avons déjà parlé, de l'étendue des différences qui existent chez les formes qu'il étudie continuellement. En outre, il sait à peine que des variations analogues qui se présentent dans d'autres groupes et dans d'autres pays seraient de nature à corriger ses premières impressions. À mesure que ces observations prennent un développement plus considérable, les difficultés s'accroissent, car il se trouve en présence d'un plus grand nombre de formes très voisines. En supposant que ces observations prennent un caractère général, il finira par pouvoir se décider. Mais il n'atteindra ce point qu'en admettant des variations nombreuses. Et il ne manquera pas de naturalistes pour contester ces conclusions. Enfin, les difficultés surgiront en foule, et il sera forcé de s'appuyer presque entièrement sur l'analogie lorsqu'il en arrivera à étudier les formes voisines provenant de pays aujourd'hui séparés, car il ne pourra retrouver les chaînons intermédiaires qui relient ces formes douteuses. Jusqu'à présent, on a pu tracer une ligne de démarcation entre les espèces et les sous-espèces, c'est-à-dire entre les formes qui, dans l'opinion de quelques naturalistes, pourraient être presque mises au rang des espèces, sans le mériter tout à fait. On n'a pas réussi davantage à tracer une ligne de démarcation entre les sous-espèces et les variétés fortement accusées, ou entre les variétés à peine sensibles et les différences individuelles. Ces différences se fondent l'une dans l'autre par des degrés insensibles, constituant une véritable série. Or, la notion de série implique l'idée d'une transformation réelle. Bien que les différences individuelles offrent peu d'intérêt aux naturalistes classificateurs, je considère qu'elles ont la plus haute importance en ce qu'elles constituent les premiers degrés vers ces variétés si légères qu'on croit devoir à peine les signaler dans les ouvrages sur l'histoire naturelle. Je crois que les variétés un peu plus prononcées, un peu plus persistantes, conduisent à d'autres variétés plus prononcées et plus persistantes encore. Ces dernières amènent la sous-espèce, puis enfin l'espèce. Le passage d'un degré de différence à un autre peut dans bien des cas résulter simplement de la nature de l'organisme et des différentes conditions physiques auxquelles il a été exposé longtemps.
Mais le passage d'un degré de différence à un autre, quand il s'agit de caractères d'adaptation plus importants, peut s'attribuer sûrement à l'action accumulatrice de la sélection naturelle, que j'expliquerai plus tard, et aux effets de l'augmentation de l'usage ou du non-usage des parties. On peut donc dire qu'une variété fortement accusée est le commencement d'une espèce. Cette assertion est-elle fondée ou non? C'est ce dont on pourra juger quand on aura pesé avec soin les arguments et les différents faits qui font l'objet de ce volume. Il ne faudrait pas supposer d'ailleurs que toutes les variétés ou espèces en voie de formation atteignent leur rang d'espèce. Elles peuvent s'éteindre, ou elles peuvent se perpétuer comme variétés pendant de très longues périodes. M. Wollaston a démontré qu'il en était ainsi pour les variétés de certains coquillages terrestres fossiles à Madère, et M. Gaston de Saporta pour certaines plantes. Si une variété prend un développement tel que le nombre de ses individus dépasse celui de l'espèce souche, il est certain qu'on regardera la variété comme l'espèce et l'espèce comme la variété. Ou bien il peut se faire encore que la variété supplante et extermine l'espèce souche. Ou bien encore elles peuvent coexister toutes deux et être toutes deux considérées comme des espèces indépendantes. Nous reviendrons d'ailleurs un peu plus loin sur ce sujet. On comprendra d'après ces remarques que, selon moi, on a dans un but de commodité appliqué arbitrairement le terme espèce à certains individus qui se ressemblent de très près, et que ce terme ne diffère pas essentiellement du terme variété donné à des formes moins distinctes et plus variables. Il faut ajouter d'ailleurs que le terme variété, comparativement à de simples différences individuelles, est aussi appliqué arbitrairement dans un but de commodité. Les espèces communes et très répandues sont celles qui varient le plus. Je pensais, guidé par des considérations théoriques, qu'on pourrait obtenir quelques résultats intéressants relativement à la nature et au rapport des espèces qui varient le plus, en dressant un tableau de toutes les variétés de plusieurs flores bien étudiées. Je croyais tout d'abord que c'était là un travail fort simple. Mais M. Watson, auquel je dois d'importants conseils et une aide précieuse sur cette question, m'a bientôt démontré que je rencontrerais beaucoup de difficultés. Le docteur Hooker m'a exprimé la même opinion en termes plus énergiques encore. Je réserve pour un futur ouvrage la discussion de ces difficultés et les tableaux comportant les nombres proportionnels des espèces variables. Le docteur Hooker m'autorise à ajouter qu'après avoir lu avec soin mon manuscrit et examiné ces différents tableaux, il partage mon opinion quant aux principes que je vais établir tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, cette question, traitée brièvement comme il faut qu'elle le soit ici, est assez embarrassante en ce qu'on ne peut éviter des allusions à la lutte pour l'existence, à la divergence des caractères et à quelques autres questions que nous aurons à discuter plus tard. Alphonse de Candolle et quelques autres naturalistes ont démontré que les plantes ayant un habitat très étendu ont ordinairement des variétés. Ceci est parfaitement compréhensible, car ces plantes sont exposées à diverses conditions physiques, et elles se trouvent en concurrence, ce qui, comme nous le verrons plus tard, est également important, ou même plus important encore. Elles se trouvent en concurrence avec différentes séries d'êtres organisés. Toutefois, nos tableaux démontrent en outre que dans tout pays limité, les espèces les plus communes, c'est-à-dire celles qui comportent le plus grand nombre d'individus et les plus répandues dans leur propre pays. Considération différente de celle d'un habitat considérable et dans une certaine mesure de celle d'une espèce commune. Les espèces les plus communes, donc, offrent le plus souvent des variétés assez prononcées pour qu'on en tienne compte dans les ouvrages sur la botanique. On peut donc dire que les espèces qui ont un habitat considérable, qui sont le plus répandues dans leur pays natal, et qui comportent le plus grand nombre d'individus, sont les espèces florissantes, ou espèces dominantes, comme on pourrait les appeler, et sont celles qui produisent le plus souvent des variétés bien prononcées, que je considère comme des espèces naissantes. On aurait pu peut-être prévoir ces résultats. En effet, les variétés, afin de devenir permanentes, ont nécessairement à lutter contre les autres habitants du même pays. Or, les espèces qui dominent déjà sont le plus propres à produire des rejetons qui, bien que modifiés dans une certaine mesure, héritent encore des avantages qui ont permis à leurs parents de vaincre leurs concurrents.
Il va sans dire que ces remarques sur la prédominance ne s'appliquent qu'aux formes qui entrent en concurrence avec d'autres formes, et plus spécialement aux membres d'un même genre ou d'une même classe, ayant des habitudes presque semblables. Quant au nombre des individus, la comparaison bien entendu s'applique seulement aux membres du même groupe. On peut dire qu'une plante domine si elle est plus répandue, ou si le nombre des individus qu'elle comporte est plus considérable que celui des autres plantes du même pays vivant dans des conditions analogues. Une telle plante n'en est pas moins dominante parce que quelques champignons parasites comportent un plus grand nombre d'individus ou sont plus généralement répandus. Mais si une espèce de champignon parasite surpasse les espèces voisines, au point de vue que nous venons d'indiquer, ce sera alors une espèce dominante dans sa propre classe. Les espèces des genres les plus riches dans chaque pays varient plus fréquemment que les espèces des genres moins riches. Si l'on divise en deux masses égales les plantes habitant un pays, telles qu'elles sont décrites dans sa flore, et que l'on place d'un côté toutes celles appartenant aux genres les plus riches, c'est-à-dire aux genres qui comprennent le plus d'espèces, et de l'autre les genres les plus pauvres, on verra que les genres les plus riches comprennent un plus grand nombre d'espèces très communes, très répandues, ou comme nous les appelons, d'espèces dominantes. Ceci était encore à prévoir. En effet, le simple fait que beaucoup d'espèces du même genre habitent un pays démontre qu'il y a, dans les conditions organiques ou inorganiques de ce pays, quelque chose qui est particulièrement favorable à ce genre. En conséquence, il était à prévoir qu'on trouverait dans les genres les plus riches, c'est-à-dire dans ceux qui comprennent beaucoup d'espèces, un nombre relativement plus considérable d'espèces dominantes. Toutefois, il y a tant de causes en jeu tendant à contrebalancer ce résultat que je suis très surpris que mes tableaux indiquent même une petite majorité en faveur des grands genres. Je ne mentionnerai ici que deux de ces causes. Les plantes d'eau douce et celles d'eau salée sont ordinairement très répandues et ont une extension géographique considérable. Mais cela semble résulter de la nature des stations qu'elles occupent, et n'avoir que peu ou pas de rapport avec l'importance des genres auxquels ces espèces appartiennent. De plus, les plantes placées très bas dans l'échelle de l'organisation sont ordinairement beaucoup plus répandues que les plantes mieux organisées. Ici encore, il n'y a aucun rapport immédiat avec l'importance des genres. Nous reviendrons dans notre chapitre sur la distribution géographique sur la cause de la grande dissémination des plantes d'organisation inférieure. En partant de ce principe que les espèces ne sont que des variétés bien tranchées et bien définies, j'ai été amené à supposer que les espèces des genres les plus riches dans chaque pays doivent plus souvent offrir des variétés que les espèces des genres moins riches. Car chaque fois que des espèces très voisines se sont formées, j'entends des espèces d'un même genre, plusieurs variétés ou espèces naissantes doivent en règle générale être actuellement en voie de formation. Partout où croisent de grands arbres, on peut s'attendre à trouver de jeunes plants. Partout où beaucoup d'espèces d'un genre se sont formées en vertu de variations, c'est que les circonstances extérieures ont favorisé la variabilité. Or, tout porte à supposer que ces mêmes circonstances sont encore favorables à la variabilité. D'autre part, si l'on considère chaque espèce comme le résultat d'autant d'actes indépendants de création, il n'y a aucune raison pour que les groupes comprenant beaucoup d'espèces présentent plus de variétés que les groupes en comprenant très peu. Pour vérifier la vérité de cette induction, j'ai classé les plantes de 12 pays et les insectes coléoptères de 2 régions en 2 groupes à peu près égaux, en mettant d'un côté les espèces appartenant aux genres les plus riches, et de l'autre celles appartenant aux genres les moins riches. Or, il s'est invariablement trouvé que les espèces appartenant aux genres les plus riches offrent plus de variétés que celles appartenant aux autres genres. En outre, les premières présentent un plus grand nombre moyen de variétés que les dernières. Ces résultats restent les mêmes quand on suit un autre mode de classement et quand on exclut des tableaux les plus petits genres, c'est-à-dire les genres qui ne comportent que d'1 à 4 espèces. Ces faits ont une haute signification si l'on se place à ce point de vue que les espèces ne sont que des variétés permanentes et bien tranchées.
Car partout où se sont formées plusieurs espèces du même genre, ou si nous pouvons employer cette expression, partout où les causes de cette formation ont été très actives, nous devons nous attendre à ce que ces causes soient encore en action. D'autant que nous avons toute raison de croire que la formation des espèces doit être très lente. Cela est certainement le cas si l'on considère les variétés comme des espèces naissantes. Car mes tableaux démontrent clairement qu'en règle générale, partout où plusieurs espèces d'un genre ont été formées, les espèces de ce genre présentent un nombre de variétés, c'est-à-dire d'espèces naissantes, beaucoup au-dessus de la moyenne. Ce n'est pas que tous les genres très riches varient beaucoup actuellement et accroissent ainsi le nombre de leurs espèces, ou que les genres moins riches ne varient pas et n'augmentent pas, ce qui serait fatal à ma théorie. La géologie nous prouve en effet que dans le cours des temps, les genres pauvres ont souvent beaucoup augmenté, et que les genres riches, après avoir atteint un maximum, ont décliné et ont fini par disparaître. Tout ce que nous voulons démontrer, c'est que partout où beaucoup d'espèces d'un genre se sont formées, beaucoup en moyenne se forment encore, et c'est là certainement ce qu'il est facile de prouver. Beaucoup d'espèces comprises dans les genres les plus riches ressemblent à des variétés en ce qu'elles sont très étroitement, mais inégalement voisines les unes des autres, et en ce qu'elles ont un habitat très limité. D'autres rapports entre les espèces des genres riches et des variétés qui en dépendent méritent notre attention. Nous avons vu qu'il n'y a pas de critères infaillibles qui nous permettent de distinguer entre les espèces et les variétés bien tranchées. Quand on ne découvre pas de chaînons intermédiaires entre les formes douteuses, les naturalistes sont forcés de se décider en tenant compte de la différence qui existe entre ces formes douteuses pour juger, par analogie, si cette différence suffit pour les élever au rang d'espèces. En conséquence, la différence est un critère très important qui nous permet de classer deux formes comme espèces ou comme variétés. Or, Fries a remarqué pour les plantes et Westwood pour les insectes que dans les genres riches, les différences entre les espèces sont souvent très insignifiantes. J'ai cherché à apprécier numériquement ce fait par la méthode des moyennes. Mes résultats sont imparfaits, mais ils n'en confirment pas moins cette hypothèse. J'ai consulté aussi quelques bons observateurs, et après de mûres réflexions, ils ont partagé mon opinion. Les espèces des genres riches ressemblent aux variétés plus que les espèces des genres pauvres. En d'autres termes, on peut dire que chez les genres riches où se produisent actuellement un nombre de variétés ou espèces naissantes plus grand que la moyenne, beaucoup d'espèces déjà produites ressemblent encore aux variétés, car elles diffèrent moins les unes des autres que d'ordinaire. En outre, les espèces des genres riches offrent entre elles les mêmes rapports que ceux que l'on constate entre les variétés d'une même espèce. Aucun naturaliste n'oserait soutenir que toutes les espèces d'un genre sont également distinctes les unes des autres. On peut ordinairement les diviser en sous-genres, en sections ou en groupes inférieurs. Comme Fries l'a si bien fait remarquer, certains petits groupes d'espèces se réunissent ordinairement comme des satellites autour d'autres espèces. Or, que sont les variétés, sinon des groupes d'organismes inégalement apparentés les uns aux autres et réunis autour de certaines formes, c'est-à-dire autour des espèces types? Il y a sans doute une différence importante entre les variétés et les espèces, c'est-à-dire que la somme des différences existant entre les variétés comparées les unes avec les autres ou avec l'espèce type est beaucoup moindre que la somme des différences existant entre les espèces du même genre. Mais quand nous en viendrons à discuter le principe de la divergence des caractères, nous trouverons l'explication de ce fait. Et nous verrons aussi comment il se fait que les petites différences entre les variétés tendent à s'accroître et à atteindre graduellement le niveau des différences plus grandes qui caractérisent les espèces. Encore un point digne d'attention. Les variétés ont généralement une distribution fort restreinte. C'est presque une banalité que cette assertion, car si une variété avait une distribution plus grande que celle de l'espèce qu'on lui attribue comme souche, leur dénomination aurait été réciproquement inverse. Mais il y a raison de croire que les espèces très voisines d'autres espèces,
et qui sous ce rapport ressemblent à des variétés, offrent souvent aussi une distribution limitée. Ainsi, par exemple, M. Watson a bien voulu m'indiquer dans l'excellent catalogue des plantes de Londres, 4e édition, 63 plantes qu'on y trouve mentionnées comme espèces, mais qu'il considère comme douteuses à cause de leur analogie étroite avec d'autres espèces. Ces 63 espèces s'étendent en moyenne sur 6,9 des provinces ou districts botaniques entre lesquels M. Watson a divisé la Grande-Bretagne. Dans ce même catalogue, on trouve 53 variétés reconnues s'étendant sur 7,7 de ces provinces, tandis que les espèces auxquelles se rattachent ces variétés s'étendent sur 14,3 provinces. Il résulte de ces chiffres que les variétés reconnues comme telles ont à peu près la même distribution restreinte que ces formes très voisines que M. Watson m'a indiquées comme espèces douteuses, mais qui sont universellement considérées par les botanistes anglais comme de bonnes et véritables espèces. Résumé. En résumé, on ne peut distinguer les variétés des espèces que, premièrement, par la découverte de chaînons intermédiaires. Deuxièmement, par une certaine somme peu définie de différences qui existent entre les unes et les autres. En effet, si deux formes diffèrent très peu, on les classe ordinairement comme variétés, bien qu'on ne puisse pas directement les relier entre elles. Mais on ne saurait définir la somme des différences nécessaires pour donner à deux formes le rang d'espèce. Chez les genres présentant dans un pays quelconque un nombre d'espèces supérieur à la moyenne, les espèces présentent aussi une moyenne de variétés plus considérable. Chez les grands genres, les espèces sont souvent, quoiqu'à un degré inégal, très voisines les unes des autres et forment des petits groupes autour d'autres espèces. Les espèces très voisines ont ordinairement une distribution restreinte. Sous ces divers rapports, les espèces des grands genres présentent de fortes analogies avec les variétés. Or, il est facile de se rendre compte de ces analogies si l'on part de ce principe que chaque espèce a existé d'abord comme variété, la variété étant l'origine de l'espèce. Ces analogies, au contraire, restent inexplicables si l'on admet que chaque espèce a été créée séparément. Nous avons vu aussi que ce sont les espèces les plus florissantes, c'est-à-dire les espèces dominantes des plus grands genres de chaque classe, qui produisent en moyenne le plus grand nombre de variétés. Or, ces variétés, comme nous le verrons plus tard, tendent à se convertir en espèces nouvelles et distinctes. Ainsi, les genres les plus riches ont une tendance à devenir plus riches encore. Et dans toute la nature, les formes vivantes, aujourd'hui dominantes, manifestent une tendance à le devenir de plus en plus parce qu'elles produisent beaucoup de descendants modifiés et dominants. Mais par une marche graduelle que nous expliquerons plus tard, les plus grands genres tendent aussi à se fractionner en des genres moindres. C'est ainsi que dans tout l'univers, les formes vivantes se trouvent divisées en groupes subordonnés à d'autres groupes.